Trump inflige une lourde défaite au trafic international après qu'une opération conjointe entre le Brésil, les États-Unis et la Bolivie a révélé une cargaison suspecte qui pourrait entrer dans l'histoire comme la plus grande saisie de cocaïne jamais enregistrée sur le territoire brésilien. La Receita fédérale a retenu 8 camions chargés d'environ 260 tonnes de bois à Corumbá, dans le Mato Grosso do Sul, et à Cáceres, dans le Mato Grosso, à la frontière avec la Bolivie. Les premières analyses se sont révélées positives pour la cocaïne et l'estimation indique que la quantité de drogue pourrait varier de 20 à 50 tonnes cachées à l'intérieur de la structure du bois. L'action a été menée après le partage d'informations de renseignements et montre que, lorsque la pression internationale s'exerce réellement contre le crime organisé, les rouages du trafic commencent à se gripper. Le gouvernement Trump avait déjà mis des factions brésiliennes, comme le PCC et le Comando Vermelho, sous une pression inédite en traitant ces groupes comme une menace internationale. Et maintenant, la coopération avec les États-Unis se trouve au centre d'une offensive concrète contre le narcotrafic. La question qui demeure est simple. Qu'est-ce qui passait encore par les frontières sans être vu? Pourquoi ce réseau n'a-t-il commencé à tomber que maintenant? Comment le trafic réagira-t-il après la perte d'une cargaison si précieuse? Je vais tout te dire maintenant. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'opération Timber Shield a été lancée par la Receita fédérale le 21 juin 2026 après que les autorités ont identifié des signes indiquant que des cargaisons de bois étaient utilisées pour transporter de la cocaïne à grande échelle. Le soupçon n'est pas né d'un contrôle ordinaire. Elle est née d'une coopération internationale avec la participation des États-Unis, de la douane nationale de la Bolivie et des forces brésiliennes de contrôle et de sécurité. Le mouvement suspect a été détecté le 19 juin 2026 et les camions ont été retenus 2 jours plus tard à des points stratégiques de la frontière. La cargaison était répartie dans 8 camions. 4 sont restés sous contrôle à Corumbá avec environ 130 tonnes de bois. 4 autres ont été retenus à Cáceres, également avec environ 130 tonnes. Le total atteint environ 260 tonnes de matériaux. Selon la Receita fédérale, des expertises préliminaires ont donné un résultat positif pour la cocaïne. Les analyses techniques de la police fédérale sont toujours en cours pour confirmer le volume final de la drogue, mais l'estimation de 20 à 50 tonnes place déjà l'opération à un niveau historique. La façon dont la drogue a été dissimulée montre l'audace du réseau criminel. La Receita fédérale a indiqué que la coopération entre le Brésil, les États-Unis et la Bolivie a été déterminante pour identifier le réseau. Le trafic a perdu une cargaison gigantesque lors d'une opération née de la coopération internationale. Au même moment où Washington durcit son discours contre les factions brésiliennes et commence à considérer ces groupes comme une menace au-delà des frontières du Brésil. C'est là que la défaite cesse d'être seulement policière et devient aussi politique. Une cargaison estimée entre 20 et 50 tonnes de cocaïne représente une perte de plusieurs milliards pour un réseau international. Cela montre aussi comment les factions utilisent la filière du bois, frontières terrestres, transport routier et commerce formel pour dissimuler la drogue. Le crime organisé ne vit pas seulement d'hommes armés dans les quartiers. Il dépend d'entreprises, de documents, de cargaisons, de comptes bancaires et d'opérateurs qui blanchissent de l'argent pour faire tourner la machine. Ce mécanisme apparaît également dans l'opération Red Fox déclenchée par la police fédérale et le ministère public fédéral entre le 20 et le 21 juin 2026. L'opération visait une structure financière et logistique transnationale liée au Comando Vermelho. 4 mandats de détention provisoire ont été exécutés. 2 personnes faisant l'objet d'une enquête se trouvaient au Suriname, ont été arrêtées par les autorités locales, expulsées vers le Brésil et incarcérées à Belém, dans l'état du Pará. D'autres suspects ont été arrêtés à Rio de Janeiro et à Tabatinga, dans l'état d'Amazonas, près de la frontière avec la Colombie et le Pérou. L'un des détenus au Suriname est identifié comme fournisseur et opérateur financier lié à l'achat d'armes pour le Comando Vermelho. Selon l'enquête, il aurait fait transiter plus de 150 millions de reais. La police fédérale a également arrêté une femme, identifiée comme opératrice logistique et financière du réseau. On soupçonne que le groupe utilisait des sociétés écrans, des prête-noms, des dépôts fractionnés, des virements par PIC et des comptes de transit pour dissimuler l'origine de l'argent et payer des fournisseurs nationaux et étrangers.
La justice fédérale a autorisé le blocage, la saisie et l'indisponibilité des biens, droits et valeurs jusqu'à la limite de près de 500 millions de réais. La mesure vise le portefeuille de la faction. Il ne sert à rien d'arrêter seulement le bras opérationnel si l'argent continue de circuler. Le blocage vise à couper la capacité économique du groupe, à empêcher que le patrimoine soit dissimulé et à interrompre le financement des armes, des drogues et de la logistique internationale. Le message politique est fort, car l'opération touche précisément le point que beaucoup de gouvernements évitent d'affronter. Une faction n'est pas seulement un problème de rue, c'est un pouvoir financier. Le crime se présente comme du trafic, mais il fonctionne comme une entreprise clandestine, utilise des façades, des moyens de transport, des comptes bancaires, du commerce, des frontières et de l'influence. Lorsque l'enquête remonte jusqu'à l'argent, le récit change. Le criminel cesse d'apparaître uniquement comme un homme armé et commence à être vu comme un opérateur d'un réseau d'affaires louche. L'entrée du Suriname, dans ce cas, montre que le commando Vermelho n'opère pas uniquement à Rio de Janeiro. La faction cherche des routes en Amazonie, des connexions en dehors du Brésil et des corridors internationaux pour maintenir l'approvisionnement en armes et en drogue. Le fait que des suspects aient été localisés en dehors du territoire brésilien renforce l'idée que la lutte contre la criminalité exige une coopération avec d'autres nations. Sans échange de renseignements, sans action conjointe et sans pression financière, la faction traverse les frontières tandis que l'État tente de rattraper les pertes. Le durcissement des États-Unis contre le PCC et le commando Vermelho apparaît comme toile de fond de cette nouvelle période. Lorsque Washington classe les factions brésiliennes comme une menace internationale, les banques, les entreprises, les opérateurs financiers et les intermédiaires commencent à ressentir un risque accru. Le discours sur la souveraineté, utilisé par certains secteurs du gouvernement Lula, n'efface pas le fait central. Le trafic brésilien s'est internationalisé. Et combattre cette avancée exige des outils internationaux. Faire semblant qu'il ne s'agit que d'une question interne ne fait que favoriser ceux qui profitent du crime. C'est dans ce contexte que la coopération entre les États-Unis, le Brésil et la Bolivie prend de l'importance. L'opération Timber Shield n'a pas été présentée comme une action isolée d'une équipe sur une route. La Receita fédérale, la police fédérale, l'armée brésilienne, les unités frontalières et les experts techniques ont participé à l'opération pour préserver la cargaison, confirmer la substance et maintenir la chaîne de garde. La drogue doit encore subir une analyse finale, mais le soupçon a déjà révélé une route dangereuse. Les informations mettent également en lumière un autre point qui pèse sur Brasilia. Alors que le crime organisé subit des offensives financières et internationales, Alexandre de Moraes fait face à une pression juridique aux États-Unis dans une action intentée par Trump Media et Rumble. Les entreprises ont demandé que Moraes soit jugé par défaut devant la justice américaine, affirmant qu'il n'aurait pas répondu dans les délais. Dans une procédure liée à des ordonnances contre des profils et des contenus de Brésiliens basés aux États-Unis, y compris Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino a tourné la situation en dérision et s'est demandé pourquoi Moraes n'avait pas engagé sa propre épouse pour le défendre dans la procédure. La déclaration avait un ton politique et a égratigné l'image de force du ministre. Pour les critiques de Moraes, l'affaire montre que les ordonnances judiciaires brésiliennes, lorsqu'elles tentent d'atteindre des citoyens, des plateformes et des discours sur le territoire américain, se heurtent à une barrière solide dans la justice des États-Unis. Le différend n'est plus seulement juridique, il est entré dans le domaine de la liberté d'expression, de la souveraineté et des limites d'une décision nationale en dehors du Brésil. Trump Media et Rumble accusent Moraes de censure extraterritoriale et cherchent à faire en sorte que les ordres de blocage soient considérés comme sans effet aux États-Unis. Ce mouvement est intéressant car il se déroule sur le même échiquier où le gouvernement Trump renforce la pression sur les factions et les réseaux transnationaux. D'un autre côté, Washington serre la vis aux criminels qui utilisent l'argent, la drogue et les frontières. D'un autre côté, des entreprises américaines sont confrontées à des décisions brésiliennes qui, selon elles, violent les garanties constitutionnelles aux États-Unis. L'affaire de Deolan Bezerra a fait la une des journaux en raison de l'action de l'OABSP qui a demandé un habeas corpus pour tenter de la transférer dans une cellule d'état-major ou d'obtenir une assignation à résidence. Deolan est en détention provisoire dans le cadre d'une enquête sur un supposé système de blanchiment d'argent lié au PCC. La Cour supérieure de justice avait déjà rejeté, le 9 juin 2026, la demande de liberté présentée par la défense, maintenant la détention provisoire dans le cadre de l'opération Wernix.
L'enquête continue de cibler un supposé blanchiment d'argent lié au PCC, et c'est ce point qui relie l'affaire à un contexte plus large. Les factions ne dépendent pas seulement des armes et de la drogue. Elles ont besoin de blanchiment, d'entreprises, d'opérateurs et de voies légales apparentes pour faire circuler l'argent. Le Brésil fait face à 3 fronts simultanément. À la frontière avec la Bolivie, une cargaison de bois peut dissimuler la plus grande saisie de cocaïne de l'histoire nationale. Au Suriname, la police fédérale arrête des suspects liés au financement d'armes et de drogue pour le Commando Vermelho. À São Paulo, l'affaire Deolan maintient vive la discussion sur le blanchiment d'argent lié au PCC. Chaque fait l'objet de sa propre enquête, mais tous révèlent la même maladie. Le crime organisé est devenu un réseau international. Grâce à l'argent, la logistique et la protection. La différence maintenant, c'est que la pression n'est plus seulement dans le discours, elle touche aussi le portefeuille. La cargaison de bois a été retenue. Les analyses ont révélé des traces de cocaïne. La justice a autorisé le blocage de près de 500 millions de réais contre la structure liée au Commando Vermelho. Les personnes enquêtées ont été arrêtées hors du Brésil et ramenées au pays. La coopération avec les États-Unis et la Bolivie a aidé à révéler un système qui pouvait traverser les frontières et atteindre les ports sans attirer l'attention. À présent, la police fédérale prend en charge l'enquête criminelle sur la cargaison, confirme le volume final de la drogue et approfondit la recherche de ceux qui ont financé, transporté, reçu et protégé ce chargement. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.